Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Aventure Crypto. Aujourd'hui, on est avec Thibaut pour parler des attentes qu'on peut avoir dans l'investissement crypto, parce que c'est vrai que c'est un écosystème, c'est un environnement où il y a eu des réussites énormes, où il y a eu des gains vraiment incroyables qui se sont faits, et où il y a beaucoup d'acteurs qui vantent voilà, la possibilité et entre guillemets la facilité d'avoir des gains exceptionnels, des fois 100, des fois 1000 sur son capital, enfin voilà, des choses vraiment exceptionnelles. Et c'était pour échanger un peu avec lui sur le fait d'avoir au final des attentes raisonnables et voir ce qu'on pouvait espérer réellement en investissant dans le monde de la crypto-monnaie. Parce qu'il faut savoir que Thibaut est aussi un investisseur dans les crypto-monnaies. On a connu voilà, des cycles haussiers, des cycles baissiers. Et c'était pour avoir un petit peu son avis à lui sur voilà, quelles seraient des attentes raisonnables en fonction un petit peu de son profil d'investisseur. Et plus axé sur le fait que quelqu'un qui débute aujourd'hui, par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, quelles seraient, par exemple, pour lui, des attentes raisonnables à avoir en fonction de son capital et de là où il se place dans le cycle. Donc, par exemple, voilà, toi, Thibaut, qu'est-ce que tu penses, quelqu'un qui n'a pas forcément encore investi dans le domaine des crypto-monnaies, qui se dit, j'ai une somme d'argent, je sais pas, mettons 1000, 2000 euros à mettre, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait espérer comme rendement, tu vois, par exemple. C'est une question qui est très très compliquée à répondre, mais avant de rentrer là-dessus, je pense que déjà il faut faire un lien avec les autres types d'investissements qui existent aujourd'hui, qui sont beaucoup plus implantés, et quel type de rendement on est capable d'avoir, et qu'est-ce qu'on considère comme étant un bon rendement. Par exemple, si je prends le cas de la bourse, on peut regarder sur les dizaines et les dizaines d'années que ça existe. Je crois que le marché boursier, il y a des courbes qui existent aujourd'hui pour remonter il y a plus de 150 ans. Et en moyenne, si on prend juste le cas du S&P 500, depuis la création du S&P 500 qui représente les 500 plus grosses entreprises du marché américain. En moyenne, on considère que depuis sa création, on était plutôt sur des performances de l'ordre de 10%. Alors, ce que ça veut dire en moyenne, c'est que des fois, on est à beaucoup plus, des fois, on est à beaucoup moins, mais qu'en moyenne, depuis sa création, on est sur des performances de l'ordre de 10%. 10%, du coup, en bourse, on considère que c'est une bonne performance. On considère même que c'est une très bonne performance. Si les gestionnaires de fonds étaient capables de faire du 10% annualisé sans aucun souci, ça serait très bien. Warren Buffett, il a été capable de faire, si je ne me trompe pas, pendant plus de 50 ans, il a réussi à faire presque du 30% annualisé. Donc c'est le meilleur investisseur de tous les temps. Et voyez, le meilleur investisseur de tous les temps, c'est du 30% annualisé sur plus de 50 ans. Alors ça ne peut pas vous sembler complètement dingue comme ça, parce qu'on se dit que dans la crypto-monnaie, du 30%, c'est nul. Du 30%, on est capable de le voir dans la journée si on investit sur des crypto-monnaies qui sont très peu liquides. Mais être capable de faire du 30% annualisé sur votre portefeuille sur des durées aussi longues, ça, c'est juste de l'ordre même du miracle. Pour le coup, il y a très très peu de personnes qui ont réussi à le faire. Il y a des gens très renommés pour le coup qui ont réussi à avoir des performances qui se rapprochent un petit peu de ça, mais encore assez loin qu'elle de Warren Buffett. On peut citer Peter Lynch, on peut citer Ray Dalio avec son fonds Bridgewater, etc. Il y a beaucoup de ces personnes comme ça qui ont réussi à avoir des performances incroyables, mais ça reste des cas isolés. Mais voilà ce qu'on appelle aussi des performances remarquables quoi, dans l'investissement tradit. Dans le domaine immobilier, c'est pareil, c'est-à-dire que vous n'allez pas, ou alors vraiment, encore une fois, c'est des cas très particuliers. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire ouais, mais moi j'ai réussi à faire du 60% de cash flow sur mon truc, mais c'est dans des endroits hyper isolés sur lesquels il n'y a pas de liquidité sur le bien. Enfin, voilà, si vous investissez on va dire dans des villes connues, même très connues comme Lyon, même Bordeaux, je sais pas, Paris, peu importe, vous n'allez pas avoir les mêmes types de rentabilité que si vous investissez en pleine campagne, parce que le risque est pas le même. Et en fonction du type de location aussi, si vous faites de la courte durée, si vous faites de la coloc et tout, vous n'allez pas avoir les mêmes types de résultats. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va absolument pas se rapprocher des performances qu'on est capable d'avoir dans le domaine des crypto-monnaies. Si vous faites 10% de cash flow net avec votre bien immobilier, bah, c'est juste complètement fou, sans compter l'appréciation de votre bien. Aujourd'hui, c'est un super investissement. Par contre, dans le domaine des crypto-monnaies, vous faites du 10% annualisé, c'est nul. C'est vraiment, mais c'est pitoyable, quoi. Pour donner quelques exemples, le Bitcoin, par exemple, alors les premiers prix qu'on avait eus, c'était pas 1 centime, on était au-delà de ça, enfin en deçà de 1 centime. Mais si on prend juste les performances du Bitcoin depuis, on va dire, du début de 1 centime jusqu'à 69 000 $,
c'est une multiplication de son capital de 6,9 millions de fois. Donc 6,9 millions de fois, c'est-à-dire que vous mettiez 1 dollar, vous récupériez 6,9 millions de dollars pour ceux qui avaient acheté à 1 centime et qui l'avaient détenu pendant tous les marchés aussi jusqu'à la fin. Ce qui pour le coup est arrivé à mon avis à 0,00001% de la population. Mais voilà, en gros c'est ce qui est possible de faire. Pour Ethereum, je crois que ses performances ont été multipliées par 14 000 fois en un peu moins de 6 ans. Je crois que son ICO, ça a été à 30 centimes pour un Ether ou 35 centimes. Au moment où ça a été listé, c'est descendu à 15 centimes. Il y a eu une mèche sur Kraken qui est descendue à 15 centimes. Et après, de 15 centimes en 2017, il est monté à 1400. 1400 dollars, un peu plus de 1400 dollars sur l'année 2017. Donc en 2 ans, un peu moins de 2 ans et demi, c'est un projet qui a fait x 10 000. Si on avait acheté au plus bas et qu'on avait revendu au plus haut, donc je vous laisse imaginer, un x 10 000, c'est juste un truc complètement dingue. Quand je vous ai dit tout à l'heure que du 10% annualisé en bourse, c'était déjà des super performances. Là, vous êtes sur du x 10 000. Donc, ce n'est même pas en termes de pourcentage. Là, c'est une multiplication de votre capital. Donc, de faire un x2, c'est 100% de performance. Vous voyez? Donc, après, on peut s'amuser à faire le calcul, mais c'est juste des performances qui sont complètement dingues. Donc, derrière, je peux comprendre les gens qui se disent bah, j'investis 2000 balles et c'est bon, dans 2 ans et demi, je suis millionnaire. Parce qu'on considère que ce qui est arrivé pour des crypto-monnaies très spécifiques, comme le Bitcoin, comme l'Ether, c'est forcément ce qui va arriver à d'autres cryptos. Et le problème, je trouve, enfin l'avantage et l'inconvénient, c'est que faire des performances comme ça dans la crypto-monnaie, c'est possible. Je pense que c'est de plus en plus difficile parce que ça commence à être de plus en plus connu. Et donc, bah, pour arriver à faire ce genre de performance-là, il faut arriver à prendre des risques juste complètement dingues. Et donc, on a beaucoup plus de chances de perdre l'intégralité de notre capital que d'avoir un véritable retour sur investissement. Mais ce que je dirais aujourd'hui d'avoir des attentes raisonnables, c'est que même déjà, si vous arrivez sur 2 ans en bull run à faire un x10 sur votre capital, et je ne parle pas sur juste un investissement, je parle sur votre capital de manière générale, c'est des performances folles. De faire un x10 sur votre capital, juste pour vous donner quand même encore un autre chiffre, il a fallu 14 ans là dernièrement pour le S&P 500 pour faire un x2. Les 14 dernières années, il a fallu 14 ans pour faire un x2 sur le S&P 500. On ne parle pas du même niveau de risque, on ne parle pas du même horizon de temps. Ça fait beaucoup plus longtemps que ce marché est beaucoup plus implanté au niveau institutionnel, dans la conscience des gens, etc. Le marché des cryptos, c'est bien plus spéculatif, bien plus de volatilité, il y a bien plus d'arnaques qu'ailleurs. Mais vous voyez que vous n'allez pas chercher la même chose. Et avoir pour moi, en tout cas, les attentes de faire forcément, quand on a un x10, on se dit punaise, c'est nul, il faut au moins que je fasse un x100 ou un x1000. C'est une erreur, selon moi, de la part des débutants, même si c'est possible, parce que ça va vous amener à penser que cet événement-là, qui est en réalité fait plus partie de l'ordre du hasard, parce qu'on ne peut pas le prévoir, ça. Hein. Et si vous avez réussi à détenir une crypto-monnaie qui a réussi à aller jusqu'à un niveau de x1000, 99,99999% des gens auront déjà vendu soit l'intégralité de leur bague, soit ils auront fait les erreurs, c'est qu'ils auront vendu au mauvais moment, ils auront racheté au pire moment, et puis au final, un projet qui aurait fait x1000, il y a même des gens qui perdent de l'argent. Hein. Dans le domaine des crypto-monnaies, on n'a jamais eu un marché aussi haussier et aussi performant de toute l'histoire de l'humanité. Malheureusement, la majorité des personnes ont perdu de l'argent. Comment c'est possible? Parce qu'ils ont plus eu on va dire, une mentalité de trader, d'essayer de timer le marché, d'essayer toujours de racheter au plus bas et revendre au plus haut, d'essayer quand ils ont fait un x10 ou un x100, bah, au final, ce n'est pas suffisant, il faut toujours faire plus, donc il faut faire un x1000 ou un x10000, et on prend des événements isolés qui sont en fait des occurrences comme étant une généralité, alors que si on s'amuse à faire une courbe de Gauss toute simple, bah, on se rend compte en fait que c'est un écart type qui est complètement à l'opposé, quoi, et que c'est absolument pas une généralité, quoi. Il faut absolument pas le prendre comme une généralité. Tout à fait. Après, peut-être on peut prendre l'exemple du Bitcoin parce que c'est le plus connu. Voilà, c'est là où on a le plus de données aussi. Et c'est vrai que si on regarde, oui, depuis le début, effectivement, les 6,9 millions de pourcents de rentabilité. Je pense que 6,9 millions de fois, c'est même pas de pourcent. Oui, c'est vrai. C'est encore plus énorme. Oui, c'est vrai. Plus énorme. En pourcentage, c'est encore plus fou. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a personne qui a pu profiter de toute cette hausse parce que voilà, soit c'est des gens qui ont perdu leur clé privée au tout début quand c'était pas forcément aussi simple et du coup, effectivement, qui ont gardé leur coin mais qui pourront jamais toucher, ou alors
Et justement, du fait que ça soit tellement fou de concevoir que ça soit possible d'avoir un rendement tel, qui ont vendu avec un x10. Déjà un x10, c'est énorme, comme tu l'as commandé Thibaut, par rapport à tout ce qui existait dans les possibilités d'investissement pour des investisseurs particuliers sans des ressources exceptionnelles, voilà, qui peuvent pas avoir des deals privés comme les gros investisseurs, voilà, Les de VC et premier, tout, quoi. ouais, de premier plan où ils peuvent faire eux-mêmes leurs deals, aller négocier, voilà, directement des entreprises. Bon, tout ce qui est pas à la portée de personnes lambda comme nous, avoir ce type de rendement, c'était pas forcément concevable. Donc quelqu'un qui a fait un x10, un x20, même un x100, il a vendu. Mais comment on pouvait s'imaginer que ça allait faire x Mais on pouvait 6,9, pas. 6,9, non, c'était impossible. Donc du coup, voilà, faut aussi avoir ça en tête, qu'il faut avoir des objectifs raisonnables par rapport à ça et savoir prendre ses gains. Et voilà, et savoir aussi se contenter, bon, des fois, d'avoir pris des gains qu'on aurait pu gagner plus. Mais bon, au moins, on a, voilà, sortir petit à petit, mettre en place des stratégies pour voilà, limiter tout ça. Mais voilà, il en existe. Et après, aussi par rapport au rendement, voilà, le Bitcoin, encore une fois, pour continuer sur cet exemple, on se rend compte qu'entre chaque cycle haussier, donc c'est à peu près tous les 4 ans avec le cycle, avec un cycle haussier qui repart, okay, bon, je sais pas si 6 mois ou 1 an et demi après le halving, la TH, au final, à chaque fois, il y a une baisse du pourcentage de rentabilité. C'est-à-dire qu'au début, quand il y avait très peu de personnes, que c'était moins liquide, qu'il y avait moins de personnes qui étaient impliqués dans tous les échanges, il y avait beaucoup plus de rentabilité, c'est-à-dire qu'entre le point le plus bas du cycle précédent et l'ATH ou le point le plus haut du cycle haussier. Après, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des facteurs, par exemple le facteur de 30, au cycle d'après c'est un facteur 15, au cycle d'après c'est un facteur 8, et là par exemple entre l'ATH de 2017 à 20 et quelques mille, je sais plus, et l'ATH pour l'instant de ce qui se profile comme être l'ATH qu'on a atteint en 2021 à 69 000 $, comme tu l'as dit, il me semble. On a un facteur, voilà, un pénible facteur 3. Donc voilà, c'est un peu ces ordres de grandeur qu'il faut tenir en compte aussi, qu'un x10, un x20 avec le Bitcoin, sur le prochain cycle et même les prochains cycles, ça paraît compliqué. Ouais, c'est plus avoir des attentes raisonnables par rapport à ça que par rapport aux crypto-monnaies les plus connues. Voilà, ça va être très difficile et voilà, ça paraît improbable, par exemple, de réussir à faire un x10 sur le Bitcoin, c'est-à-dire par exemple avoir un Bitcoin à quand même 690 000 $ concrètement sur le prochain cycle. Donc ça paraît, c'est pas impossible, mais par Après, rapport à la capitalisation totale que ça représenterait et l'horizon temporel, ça paraît très très peu probable. Donc c'est aussi avoir les attentes réalistes par rapport à ça au niveau des market cap et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent voilà, le fait d'avoir un gros volume et un bag très important. Voilà, il y a beaucoup de coins qui ont joué là-dessus. Par exemple, je pense bon, à SafeMoon ou d'autres coins, voilà, où ils proposaient qu'il y avait les gens avaient plusieurs milliards de coins dans leur bag, et donc du coup il y avait un peu le schéma narratif de ben oui, imaginez si ça monte à même ne serait-ce que quelques centimes ou quelques dixièmes de centimes, comme vous en avez des milliards, vous allez être millionnaire, quoi. Mais du coup si on se rend compte juste voilà, Circularity Supply ou la supply de ce coin, donc tous les coins qui sont en circulation et que les gens ont, si vraiment ça atteint les prix comme certains souhaite le faire entendre. Voilà, on arrive à des capitalisations qui sont supérieures aux plus grandes entreprises. Voilà, on arrive à même supérieur au système, tout l'argent en circulation dans le monde. Donc ça paraît quand même assez peu probable. Et du coup, c'est plus aussi ramener à avoir des espérances qui sont assez raisonnables dans ce sens-là aussi, quoi, voilà, d'avoir un peu de recul par rapport à ce qu'on vous dit sur les prix que peuvent atteindre certaines monnaies. Et juste des fois, en faisant ce calcul-là, on se rend compte qu'il y a des choses qui tiennent pas la route, quoi, des promesses où voilà, où effectivement vous avez beaucoup de coins, vous avez acheté votre crypto pour très peu, vous avez des bagues énormes pour très peu d'argent, mais voilà, c'est pas forcément une bonne idée d'acheter beaucoup de coins à très peu cher, parce que c'est vrai que si le prix monte, au final, vous allez faire plus, vous allez être millionnaire sur un coup comme ça, voilà, Bah, après, ce que tu disais, c'est qu'il y a peu de chances que, par exemple, pour le Bitcoin, ça fasse un x10 par rapport à l'ATH, en tout cas sur le prochain cycle. On verra ce que ça va donner, et je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Après, de là à pouvoir faire un x10 avec le Bitcoin, ça va dépendre du prix auquel vous l'avez acheté, pour le coup. Donc, si vous l'avez acheté bien en deçà du précédent plus haut, vous allez avoir des multiples qui vont être plus intéressants que sur les autres, que si vous l'avez acheté au plus haut, pour le coup. Mais voilà, il faut partir du principe que quand
vous investissez sur le Bitcoin, bah, ça fait 13 ans aujourd'hui que ça existe, c'est là où il y a la plus grosse communauté, la plus forte liquidité, c'est là où c'est le plus connu. Forcément, le risque, théoriquement, est censé être moins élevé, donc les performances seront plus faibles. Comme tu l'avais dit aussi, le premier cycle qu'il y a eu sur le Bitcoin en 2011, pour le coup, là, c'était vraiment ceux qui s'intéressaient à la cryptographie, qui étaient vraiment dans le domaine. Et l'énergie économique qu'il fallait pour pouvoir faire monter le cours était extrêmement faible parce qu'en fait, il n'y avait personne qui s'intéressait à ça. Aujourd'hui, l'énergie économique qu'il faut et l'argent qu'il faut investir pour faire monter le cours, c'est bien plus important. Ouais, c'est bien plus important que ce qu'il y a à côté. Donc forcément, les performances sont plus faibles, mais le risque aussi est beaucoup plus faible. Ce qu'il faut bien noter, c'est que plus vous allez descendre, notamment sur CoinMarketCap, regarder les différents projets, et plus vous allez sur des projets qui vont être beaucoup moins connus, avec une communauté beaucoup moins grande, plus vous allez augmenter votre risque, et donc plus vous risquez d'avoir des performances qui sont élevées. Un autre point que je voulais soulever aussi, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est celui du market cap. Il y a beaucoup de gens, alors le market cap, c'est la capitalisation du marché en fait, et ça correspond au nombre de coins ou de tokens en circulation multiplié par le dernier cours actuel. C'est-à-dire que, je sais pas, j'ai un coin, uniquement un coin en circulation, et ce coin-là a un cours actuel, je ne sais pas, de 10 000 $ par exemple, bah, la market cap, ça va être 1 fois 10 000, donc le market cap vaut 10 000. Mais il faut faire très, très, très attention à la manière dont vous allez interpréter ce chiffre, cette notion de market cap, parce que beaucoup de gens disent « ouais, mais le market cap, en fait, ça ne pourra jamais dépasser tel niveau de market cap ». Ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire que derrière, moi, je peux créer aujourd'hui, lancer un vieil ERC20, le lister sur Uniswap, je crée 1 trillion de tokens, je m'achète tout seul mon token sur Uniswap, je fais une transaction à 1 $. Il y a 1 trillion de tokens en circulation, j'ai fait une transaction, hein, j'ai mis 1 $ dessus, bah, j'ai 1 trillion de market cap. Donc, je dépasse le market cap de Bitcoin, de l'Ether, etc. Et pour autant, beaucoup de gens vont penser que c'est l'argent, quand il y a 1 trillion de market cap, c'est qu'il y a 1 trillion de $ qui a été investi dans le projet. C'est absolument pas le cas. Ce n'est pas 1 trillion de $ non plus qu'on est capable d'extraire en termes de valeur économique de cet écosystème. Là, pour le coup, avec l'exemple que je vous ai donné, c'est 1 $, en fait. J'ai investi 1 $, et donc il n'y a absolument pas 1 trillion dessus. Donc, c'est une métrique sur laquelle il faut vraiment que vous soyez vigilant, parce que ce n'est pas parce qu'un projet, il y a quelques années en arrière, quand le Bitcoin il est apparu, si on vous avait dit qu'en 2021, on serait à plus d'1 trillion de market cap, vous m'aurez rionné, c'était inconcevable, c'était juste pas possible. Et pour autant, il l'a fait. Et on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Je pense qu'on sera bien plus haut. Je pense que le marché des crypto-monnaies, ça sera un marché de plusieurs dizaines de trillions de capitalisation au total, en comptant tous les actifs, que ce soit le Bitcoin, l'Ether, et puis tous les autres projets qui se développeront. Donc oui, il y a des opportunités à avoir, mais soyez vigilants par rapport aux attentes que vous avez, par rapport à ce que vous faites. Ne vous faites pas avoir en investissant sur des projets sur lesquels vous vous dites bah oui, mais moi, par exemple, pour 1 000 $ de Bitcoin, j'ai 0,001 Bitcoin, alors que pour 1 000 $ d'un autre projet, j'ai 50 milliards de tokens. Les gens, en fait, ils ont l'impression qu'ils en ont plus pour leur argent, mais ça n'a rien à voir. En fait. Ça dépend de combien vous avez de tokens en circulation, ça dépend de la qualité de votre projet. Enfin, voilà, on ne parle pas du même niveau de risque aussi et du même potentiel de projet. Il faut juste accepter le fait que si vous recherchez à faire absolument des x10 ou des x100, déjà vous êtes, juste en recherchant à faire un x10, vous êtes déjà sur un écart type qui est complètement à l'opposé de ce qu'on peut avoir sur les marchés traditionnels. Donc si vous êtes en mesure de faire un x10 sur le domaine des crypto-monnaies, prenez des profits, utilisez éventuellement, si ça représente beaucoup d'argent pour vous, pour sécuriser vos profits et ensuite peut-être les réinvestir sur des actifs qui sont un peu moins risqués. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on en a croisé énormément, de personnes qui étaient devenues très riches sur le papier en 2017 et encore pareil en 2021, qui n'ont pris aucun gain et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts parce que pour beaucoup d'entre eux, c'était du life-changing. Ils avaient la possibilité de changer de vie. Certains qui avaient investi 10 000, 20 000 $ avaient, même pour certains d'entre eux, acquis un capital qui dépassait plusieurs millions pour avoir investi même sur des projets qui étaient très risqués. Certains pensaient que ça allait encore monter beaucoup plus haut, donc ils n'ont récupéré aucun gain et aujourd'hui, ils sont revenus à un état beaucoup plus bas que l'investissement initial qu'ils avaient fait. Et ça, moralement, c'est très, très, très compliqué à le vivre. Parce qu'une fois qu'on a vu notre portefeuille à un certain niveau, on ne peut pas le concevoir de le vendre à un niveau plus faible. Parce qu'il
il y a un biais cognitif qui se met en place, qui se dit, tiens, j'ai vu mon portefeuille monter, je sais pas, à 100 000, 200 000 dollars, par exemple, bah, mon portefeuille, il vaut 200 000 dollars. Et peut-être qu'une semaine après, peut-être qu'il n'en vaut plus que 90 000. Et donc, il vaut 90 000 aujourd'hui. Il n'en vaut plus 200 000. Et on ne va plus le vendre à 90 000 parce que dans notre tête, ça vaut 200 000. Et c'est pour ça qu'après, on arrive sur des niveaux de marché où il y a le désespoir, il y a la peur, il y a la capitulation, etc. Et ce qui fait les cycles, en fait. Donc, il faut être très vigilant sur ce que vous avez en tête, sur qui vous allez suivre, des attentes que vous allez avoir au niveau de ce marché. Et moi, en tout cas, ce qui m'a plutôt réussi, c'est d'avoir des attentes qui sont plus faibles par rapport à ce qu'on peut retrouver sur les Moonboy sur Internet. Que quand vous faites un x100, ils vont dire c'est nul, il faut faire un x1000 ou un x10 000. C'est pas forcément ce que je recherche parce qu'en plus, j'ai pas investi, je pense, le même capital que beaucoup de ces personnes-là et que j'ai plus besoin d'aller rechercher de faire un x100. En fait, je m'en fous. J'ai conscience de ce qui existe à côté et je pense qu'à partir du moment où on a un capital suffisant, on n'a plus besoin d'aller chercher des performances juste complètement folles, quoi. 10% sur 500 000 euros, ça vous fait quand même 50 000 euros à l'année, hein, si c'est les performances à l'année. 10% sur 5 000 euros, ça vous fait 500 euros. C'est beaucoup moins intéressant. Et plus vous allez avoir un capital important, plus vous allez essayer de diminuer votre risque. Et donc, plus vous allez diminuer votre rendement parce que vous n'en avez plus forcément besoin. J'ai plus besoin de faire des x10 ou des x100 sur mon capital chaque année pour améliorer mon niveau de vie. Aujourd'hui, je m'en fous. Je suis déjà libre financièrement et voilà, j'ai plus besoin de prendre ces risques, quoi. Après, c'est pour rebondir aussi ce que tu as dit par rapport aux investisseurs exceptionnels. Voilà, c'est vrai que c'est possible que sur un coup de chance, entre guillemets, on fasse un x1000, mais voilà, répéter ce genre de résultats de manière régulière et constante, c'est impossible. C'est clairement impossible. Et au final, tous ceux qui réussissent sur le long terme, là je parle plus dans l'investissement traditionnel, dans la bourse par exemple, on se rend compte qu'ils ont une attitude plutôt défensive. C'est-à-dire c'est des gens qui vont pas aller chercher à être trop agressifs, qui vont être raisonnables et voilà, qui investissent dans des projets solides, qui investissent dans des fondamentaux et qui la jouent la plupart du temps défensif au final, qui la jouent safe. Voilà, ils achètent vraiment au plus bas en DCA petit à petit, ils savent prendre leur profit, ils ont une stratégie. Voilà, alors c'est vrai que du coup, en période où tout le monde gagne de l'argent, l'euphorie, le bull run, tout ça, et oui, il faut moins d'argent. Leurs clients, si c'est des gestionnaires de fonds, là, faut un peu bien regarder le fonds d'à côté. Ils sont beaucoup plus agressifs. Ils ont investi dans tous les projets à la mode, les buzzwords. Ils ont 10, 20%, 30% de rentabilité plus que toi. Mais par contre, quand la tendance se retourne et voilà qu'on voit vraiment, mais comme je sais plus qui dit ça, mais qui nage nu quand la marée basse, qui nage nu. Voilà, par contre, ces gens-là qui ont pris beaucoup de risques, qui ont tout misé, voilà, sur faire des profits, puis on se rend compte qu'ils perdent beaucoup plus que ceux qui l'ont joué défensif, et beaucoup plus, c'est-à-dire ils ferment l'entreprise ou ils ont perdu tout leur capital, ils sont surtout en difficulté financière. Donc c'est voilà, pour terminer un petit peu cette vidéo, c'est avoir des attentes raisonnables, avoir un objectif un peu long terme, être patient, et aussi voilà, une fois qu'on a fixé les attentes qui nous paraissent atteignables et raisonnables pour nous, le noter et inclure ça dans sa stratégie, quoi, le noter pour justement pouvoir s'y référer quand on aurait plus envie de se dire en période d'euphorie où ça peut peut-être monter encore un peu, peut-être 2x10, je peux gagner encore plus d'argent, et au final pas prendre des gains qui auraient pu être un peu forcément life changing, mais voilà, de permettre voilà, de profiter de ceci, prendre ses gains pour pouvoir investir plus et voilà, et constituer un capital régulièrement, voilà, en sachant où on va, en ayant un cas précis. Et je pense aussi, juste un dernier petit point, c'est faire attention aussi à ce que vous allez pouvoir voir sur Internet. C'est-à-dire qu'après, dans la crypto-monnaie, il y a la possibilité de gagner beaucoup d'argent rapidement. Il y a plein d'exemples comme ça de personnes qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent en investissant peu et voilà, d'avoir des performances juste incroyables. Il y a aussi une écrasante majorité de personnes qui ont perdu énormément d'argent, et ça représente vraiment la majorité aujourd'hui des investisseurs. Pour quelques exemples de personnes qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent, qui ont réussi à sécuriser leur plus-value, il y en a peut-être des milliers, voire des centaines de milliers qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il faut faire attention parce que quand on a des volatilités aussi importantes et quand on a la possibilité, enfin, quand on a ce genre de classe d'actifs qui est vraiment très différente de toutes les autres classes d'actifs, hein, vraiment pour le secteur des crypto-monnaies, ça va fonctionner un peu comme une drogue chez vous. C'est-à-dire que quand le marché ne va pas forcément faire grand-chose, va latéraliser, vous allez augmenter vos risques.
Donc, vous allez vouloir peut-être décider de prendre des effets de levier, d'emprunter de l'argent, d'utiliser des effets de levier sur des plateformes d'échange pour faire du trading parce que vous considérez que là, faire un x10, ce n'était pas suffisant, il faut faire un x100 ou un x1000. Et là, vous faites plus partie des personnes qui font du gambling, je ne sais pas comment on dit en français, mais je mets tout sur le 7 rouge, quoi. C'est jouer au loto, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Tu la joues au loterie. loto, tu joues avec ton argent, tu joues un peu avec ton risque et un peu avec ta vie. Et donc, il faut faire vraiment très, très, très attention, quoi. Et utiliser déjà, moi, les effets de levier, j'aime pas ça. L'avantage dans la crypto, c'est qu'on ne peut pas perdre plus d'argent. On peut me corriger si je me trompe, mais en utilisant des effets de levier classiques, on ne peut pas perdre plus d'argent que ce qu'on a investi. Sur la finance traditionnelle, là, pour le coup, ce n'est pas vrai. On peut faire plus d'argent que ce qu'on a investi. Donc, utiliser des effets de levier avec certains produits dérivés dans la finance tradie, ça peut même être plus risqué que ce qu'on a à côté, parce que là, on peut perdre plus que ce qu'on a investi. Sur la crypto, à la limite, vous avez investi 10 000 euros, bon, vous faites n'importe quoi avec votre capital, vous perdez vos 10 000 euros. Les effets de levier, ça va juste, au lieu de vous faire perdre votre capital parce que vous auriez fait n'importe quoi par la suite en quelques mois, bah là, vous le perdez peut-être en quelques semaines. Ça va juste être un accélérateur. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à donner à tous les débutants, c'est vraiment de commencer par les bases, quoi. Vous former, apprendre, avoir des attentes qui sont réalistes, pas forcément faire du trading au début, avoir plutôt une vision long terme, faire attention au budget que vous investissez, commencer petit et après vous augmentez éventuellement vos investissements dans le domaine des crypto-monnaies parce que vous ne savez jamais comment vous allez réagir. N'utilisez pas d'effet de levier, il n'y en a pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'investir énormément d'argent pour avoir des résultats qui sont décorrélés de ce qu'on est capable d'avoir sur les autres types d'investissements. Vous voyez, bien que ce soit plus risqué dans le domaine des crypto-monnaies, vous pouvez limiter ce risque en investissant un petit peu moins d'argent quand même, parce que les multiples sont pas les mêmes. Donc voilà, tout ça, c'est des choses vraiment à prendre en compte. Et je pense que c'est vraiment super important. Enfin, moi, je sais que c'est des notions que j'aurais aimé avoir beaucoup plus tôt quand je m'étais lancé, quoi. C'est clair, je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça qu'on fait justement ce type de contenu. Après, voilà, on n'a pas la science infuse, on n'est pas des professionnels de l'investissement, mais bon, on a quand même acquis quelques connaissances qu'on partage dans ce type de contenu. Donc, si vous voulez suivre et continuer d'apprendre en même temps que nous, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet et d'autres. Et si ça vous intéresse l'investissement en général, voilà, la création de business en ligne, avec voilà, des notions un peu plus larges et transversales aussi. Mais ouais, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Thibaut qui s'appelle Éternel étudiant. Donc vous aurez le lien en description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre son contenu aussi si ça peut vous intéresser. Et voilà, pour notre part, on vous laisse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.